Bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire de Protein XTC. Comme il y a plein de choses à dire, je pense qu'on peut commencer. Tout d'abord, je vais me présenter. Enchantée tout le monde. Anne-Claire Petit-Col, responsable commercial et communication chez Protein XTC. On va commencer déjà ce webinaire par vous souhaiter à tous une excellente année 2022. On est encore en janvier, on peut le faire. Et c'est d'ailleurs à cette occasion qu'on a voulu faire ce webinaire de rentrée sur les enjeux alimentaires en 2022, justement. Donc, avant de laisser la parole du coup à Antoine Mercier, qui est notre directeur scientifique et notre directeur prévention et gestion de crise, ainsi qu'à Alexandre, qui lui est notre directeur communication et stratégie de marque. Je vous préviens juste que vous pouvez poser toutes vos questions ou vos commentaires dans le chat et on va essayer de se prendre 10-15 minutes à la fin pour pouvoir y répondre et voilà, et faire défiler vos questions. Donc, n'hésitez pas. Allez-y, Antoine et Alexandre, si vous voulez commencer, allez-y. Tout d'abord, merci de nous écouter si nombreux. La première chose qu'il est important de vous dire, c'est la raison pour laquelle nous avons la prétention de pouvoir esquisser l'avenir proche. Ça n'a rien de divinatoire, je vous rassure tout de suite. C'est juste que chez Protein XTC, nous avons tout un tas de gens qui observent quotidiennement le présent. C'est une équipe de marketeurs qui veille les innovations agroalimentaires partout dans le monde. C'est une équipe d'ingénieurs dédiée à la veille réglementaire, sanitaire et toxicologique. Et c'est encore une équipe d'attachés de presse qui est dédiée à la veille médiatique. En croisant un peu tout ça, ça nous permet d'arriver à détecter des signaux faibles qui vont nous permettre de dessiner et de nous aider à dessiner les tendances de l'année à venir. Et l'année à venir, elle promet d'être riche, puisqu'on est absolument convaincu que le débat autour de la présidentielle va mettre pas mal de sujets agroalimentaires sur la table. Antoine, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr, on le sait, de très nombreux sujets seront débattus cette année. On a dressé ici une liste importante de sujets qui sont vastes et très diversifiés. Attends, Antoine, Anne-Claire me dit dans l'oreillette qu'on n'a qu'une seule heure. On va essayer de te packager un truc avec l'équipe com. Est-ce que ça te dit qu'on parle plutôt des 10 sujets agroalimentaires à prendre en compte dans sa stratégie pour passer une bonne année 2022? On peut tout à fait faire ça aussi. Tu as certainement raison. On va resserrer un petit peu le scope et on va s'intéresser à ces 10 sujets qui nous semblent majeurs pour cette année qui débute. Bien sûr, parce que la présidentielle est là, mais bien d'autres motifs pour en parler avec vous tous. Alors, on y va. Le premier sujet, évidemment, c'est Farm to Fork. Alors, est-ce que l'agroalimentaire va passer sur le bioécologique, Antoine? Écoute, tu y vas un petit peu fort, mais je pense qu'il est important et intéressant de commencer ce moment de partage autour de cette stratégie de la ferme à la fourchette, que vous connaissez certainement toutes et tous, qui est au cœur du projet européen, le Pacte vert, le Green Deal, qui fixe des priorités pour les années qui viennent et qui vise à rendre les systèmes alimentaires équitables, sains et respectueux de l'environnement. On connaît les 4 piliers de la stratégie Farm to Fork. L'objectif majeur, c'est offrir aux consommateurs européens une alimentation saine et durable. Si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'en 2022, un train législatif, c'est l'expression consacrée, le train législatif autour de cette stratégie est important. Le premier, à ce début 2022, premier trimestre 2022, c'est la révision de la directive sur l'utilisation durable des pesticides. On sait, l'Europe est engagée depuis maintenant de nombreuses années à affiner, à réduire l'utilisation des pesticides, à régir leur utilisation de manière la plus durable possible. En 2022, une révision importante de cette directive interviendra et fixera le cap. Au 4e trimestre 2022, bon, bien sûr, les échéances peuvent évoluer. On sait que sur le plan législatif, parfois on observe une certaine mouvance, mais en tout cas, le programme est tel qu'en 2022, T4 2022, on aura un certain nombre de nouvelles dispositions réglementaires. Et la première concerne les profils nutritionnels des aliments, avec pour objectif de fixer des seuils
pour les produits, de seuil en sel, en sucre, en matière grasse, et pour objectif final d'encadrer la promotion, le marketing, la publicité autour de certains produits. On en parle depuis très longtemps de ces profils nutritionnels. 2022 pourrait marquer une étape importante de leur définition et utilisation. Autre sujet d'importance, c'est les matériaux de contact avec l'alimentation, avec les aliments. Il y a une proposition de révision de la législation en la matière qui est également programmée pour la fin 2022, il faut le garder à l'esprit. Le suivant concerne la proposition d'étiquetage nutritionnel obligatoire, hein, en face avant de l'emballage. On en a tous et toutes entendu parler. On évoquera le Nutri-Score un petit peu plus tard, mais on le sait, l'année sera marquée par des propositions en la matière, en complément du tableau de valeur nutritionnelle, et c'est un sujet majeur parmi les majeurs de cette année. L'origine sera également au programme, puisque la Commission européenne vise à travailler sur une nouvelle exigence en matière d'indication de l'origine, qui serait réservée à certains produits agroalimentaires. C'est un sujet, indépendamment des autres, qui sont menés en France, qu'il faut garder à l'esprit et dans nos radars. Et pour terminer, parce que la question du gaspillage est aussi au cœur de cette stratégie, une proposition de révision des règles de l'Union européenne sur les dates de péremption sera formalisée fin 2022. On sait déjà que des réflexions sont menées sur l'usage de la DLC, sur éventuellement la suppression pour certains produits de la DDM. Voilà ce qui sera à l'étude au niveau européen en 2022. Ce qui nous a semblé intéressant avec ce projet de loi européenne, c'est qu'on observe ici un scénario qu'on a pu connaître sur d'autres marchés comme celui de l'automobile ou du textile. D'abord, c'est l'opinion publique qui parle d'empreinte carbone. Ensuite, les acteurs du privé s'engagent pour réduire leur propre empreinte. Et enfin, c'est la législation qui vient pour cadrer le tout. Le consommateur finit par emboîter le pas massivement sur ces actions. Ce qu'on se dit, nous, c'est que 2022 est sans doute le premier jalon d'une véritable transformation sur l'industrie agroalimentaire. Le bien-être animal, alors ça c'est un sujet dont tout le monde parle, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on fait vraiment la différence avec le véganisme, Antoine? Vaste sujet, tu viens de le dire, le bien-être animal est débattu depuis de nombreuses années, est encadré, un certain nombre de dispositions sont mises en place et on pense qu'à l'occasion des élections présidentielles, elles seront à nouveau largement débattues. Et ce qui nous semblerait intéressant, c'est qu'elles puissent éventuellement aussi éclairer le débat. Je rappelle que le parti animaliste, une candidate, s'est positionnée pour les élections présidentielles, donc le sujet sera au cœur de ces élections. Ce qui nous semble intéressant, c'est de se poser la question de la perception qu'en a le consommateur. Aujourd'hui, il nous semble qu'il y a une confusion, qu'un amalgame est un peu fait, voire régulièrement fait entre le respect du bien-être animal, qui est bien évidemment quelque chose d'éminemment important, et ce qu'on appelle l'antispécisme. Il nous semble que le consommateur manque de repères et d'informations sur cette question. On ne croit pas véritablement, nous, à la révolution végane, qui est proche de l'antispécisme, qui a pour l'antispécisme a pour objectif de stopper toute notion d'élevage, d'utilisation de l'animal au service de l'homme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a un flou artistique sur ces questions et que ce slogan de véganisme, proche de l'antispécisme, a quelque part une identité philosophique et une vision du monde qu'on ne perçoit pas obligatoirement et qui mériterait d'être davantage posée dans les discussions et dans les débats. On pense qu'en 2022, deux visions du monde certainement continueront à cohabiter, mais probablement avec des frontières moins tenues, moins confuses. On a d'un côté le mieux-être des animaux d'élevage, qui est bien évidemment quelque chose d'éminemment important, et puis qui est souvent associé à une forme de flexitarisme. On consomme aussi moins de viande, mais en acceptant bien sûr que cette catégorie d'aliments fasse partie de notre alimentation. Et puis l'antiséismisme,
antispécisme, et le véganisme qui, lui, réfute cette place et qui est une autre vision du monde. On ne croit pas, nous, à la révolution végane. On croit à la végétalisation de l'alimentation, oui, mais pas à la véganisation de l'alimentation. D'ailleurs, récemment, une assiette planétaire saine et durable proposée par un collectif de chercheurs accordait une place, bien évidemment, précise aux protéines animales, la viande, le poisson, et donc conçoit et intègre cette part animale dans notre alimentation. Ça rejoint toutes ces questions de durabilité de l'alimentation, le sol, l'animal et l'être humain. À ça, notre DG Xavier Terlet aime bien préciser, quand on a ce type de débat au cabinet, que les véganes ne représentent que 0,3% des Français, versus les végétariens qui sont plus à 3% et les flexitariens, du moins déclarés, qui sont à 40%. La végétalisation de l'alimentation est bien sûr un sujet de masse, mais je pense qu'on peut encore ranger le véganisme dans la case militantisme. Tiens, en parlant de végétalisation, du point de vue de l'ultra-transformation, est-ce que la transition alimentaire n'est pas un peu synonyme du rejet du progrès, Antoine ? À nouveau, vaste sujet, complexe sujet, et sur lequel il nous semble très important de se poser. C'est vrai qu'aujourd'hui, le consommateur veut comprendre ce qu'il mange, et c'est bien normal. Il a le sentiment qu'on a pu lui cacher des choses, il décrypte les étiquettes, et il veut comprendre et accepter la composition des produits. Dans le même temps, il y a un certain nombre de scientifiques, pas tous, mais qui s'inquiètent de la place des produits manufacturés dans l'alimentation. Le PNNS s'en est fait l'écho. La question de l'ultra-transformation devient une priorité de santé publique. Mais dans ce contexte-là, ce qui nous semble important, c'est de porter un regard peut-être un petit peu différent, en tout cas complémentaire. C'est-à-dire qu'on observe que, majoritairement dans les médias, mais que l'industrie alimentaire aujourd'hui est synonyme de danger. Il y a une méfiance, une défiance généralisée qui nous semble non justifiée vis-à-vis de ce savoir-faire technologique industriel. Ce bruit se fond autour de la préparation alimentaire, nie un savoir-faire industriel qui nous semble utile, à la fois sur le plan de la praticité pour les aliments, mais aussi de la nutrition. Un aliment infantile, un lait infantile, est le résultant d'une ultra-transformation alimentaire. Et pourtant, il a une vraie vocation et une utilité alimentaire, une vraie valeur ajoutée nutritionnelle. Et on ne peut pas, de notre point de vue, totalement nier cet apport, cette place dans l'alimentation et dans la transition alimentaire. On pense et on espère qu'en 2022, on pourrait voir émerger un regain de confiance avec le savoir-faire industriel, avec cette question de l'alimentation de précision, de la nutrition personnalisée, on en reparlera. Et la végétalisation de l'alimentation doit se faire de manière simple, mais elle passera, il nous semble, obligatoirement par une forme de transformation de la matière première alimentaire. Les produits bruts végétaux ne feront pas tout, et on devra accompagner dès le consommateur à cette transition alimentaire, à sa végétalisation de l'alimentation, au moyen d'un savoir-faire industriel. Et puis la durabilité de l'alimentation dans son registre anti-gaspi peut aussi bénéficier de cette ultra-transformation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dans les déchets des travaux pour identifier des constituants, des ingrédients, des principes actifs qui pourraient être intéressants sur le plan nutritionnel ou technologique. Il faudrait aussi pouvoir les utiliser, c'est une façon de réduire le gaspillage, et ça passe par un savoir-faire technologique. Quand on évoque la performance technologique, on pense aussi bien sûr à ce qui se passe aujourd'hui autour des insectes. Les insectes, ça fait 20 ans qu'on en parle, ça fait 20 ans que personne n'en mange. J'exagère un peu, mais hormis les dégustations un peu burlesques qu'on peut faire à l'apéritif, les insectes ne font pas partie de notre alimentation. Sauf qu'aujourd'hui, les autorisations sont là. En 2021, 2 insectes ont été autorisés à l'alimentation humaine. C'est présenté comme une solution durable pour assurer la sécurité alimentaire de l'humanité. Là aussi, on se pose quand même un certain nombre de questions. La France est à la pointe de cette technologie et c'est une bonne chose. Ça revêt un caractère aussi technologique intéressant,
mais sur le plan de l'acceptabilité en 2022 de ces insectes, on a un certain nombre de questionnements. Il nous semble, et ce sont les perspectives 2022 qu'on voit venir, que la réticence culturelle sera encore très forte. On se questionne, ces protéines d'insectes, parce que c'est véritablement sous cette forme qu'elles vont trouver une place dans notre alimentation. On parle de protéines ou de farine d'insectes. Est-ce que dans l'esprit et dans la communication qu'on en fera, ce sera appréhendé comme un ingrédient noble ou plutôt un marqueur d'ultra-transformation? C'est une vraie question. Il y a certainement une pédagogie à faire, une acculturation du consommateur et des parties prenantes autour de cette question. Mais aujourd'hui, elle reste entière et on s'interroge et on se demande si finalement ces protéines d'insectes ne seront pas, au moins à court et moyen terme, réservées quasi exclusivement à l'alimentation animale. Si on tire encore une fois la question de la performance technologique, de la transformation alimentaire, le point extrême dont on parle beaucoup aujourd'hui est l'agriculture et la pisciculture cellulaire. Est-ce que c'est la solution à l'échéance? Les startups de l'agriculture cellulaire ont fait beaucoup de promesses en 2021, fort des investissements financiers massifs, considérables, qui se sont annoncés en 2021. Le train est en marche, à n'en pas douter sur cette question, mais là aussi, beaucoup d'interrogations autour de cette acceptabilité, de l'avenir, de la temporalité de ce nouveau savoir-faire, de ces technologies se posent. Et là, en 2022, est-ce que le marché qui attend des preuves sera rassuré que ces startups tiendront leurs promesses? On est nous aussi à l'écoute de ce qu'elles pourront dire. Il nous semble vraiment intéressant de se poser la question de l'acceptabilité sociétale, mais aussi religieuse. Il y a des discussions outre-Atlantique sur le fait que probablement cette viande cellulaire ne pourrait pas être qualifiée d'halal, et probablement pas de cachère. Donc là aussi, c'est important de se poser la question. Est-ce que l'impact environnemental, maintenant que l'étape d'industrialisation de ces fabrications est à l'étude, est en cours, se posera? Est-ce que l'empreinte carbone ne sera pas finalement non compétitive sur ces nouvelles technologies? Est-ce que l'encadrement réglementaire, on sait que le passage par le novel food peut prendre beaucoup de temps, ne ralentira pas considérablement cette avancée? Et puis, quels seraient les délais de mise sur le marché résultant de toutes ces questions? Quel sera le prix de vente? Il nous semble que ces questions restent entières et on a hâte que 2022 nous apporte quelques premières réponses. Au final, si on doit faire une petite synthèse, une vraie évolution, c'est celle qui tient compte des erreurs du passé. L'ultra-transformation, d'accord, pour demain, mais seulement si elle est expliquée, transparente et cohérente avec les autres tendances de consommation. Ah, la bio. Alors, je me pose la question, Antoine, est-ce que en 2022, le label va enfin justifier le prix? Bonne question, à nouveau, Alexandre. Alors, la bio en déclin, je pense qu'on ne l'apprend à personne autour de l'écran ce matin. C'est un constat qui a été fait par tous. La filière, bien évidemment, également. En 2021, on a vu que la viande des produits bio recule. Notre analyse, c'est qu'on observe une forme de banalisation du logo AB parce que trop de labels en lien, en proximité avec cette promesse bio sont apparus, se sont positionnés, ont communiqué. Le label bio semble aujourd'hui avoir moins de sens pour les plus jeunes, les jeunes générations, les jeunes consommateurs, que d'autres valeurs éthiques portées par d'autres labels, d'autres promesses, d'autres communications. On pense au local, au bien-être animal, à la juste rémunération des producteurs, à l'empreinte carbone. La question de l'emballage est aussi bien sûr liée à cette question. In fine, viennent aussi s'ajouter à ça une baisse d'innovation dans l'offre bio et puis beaucoup de promotions qui ont finalement standardisé l'offre. Peut-être que les acteurs du bio se sont un peu assoupis sur leur laurier, ont insuffisamment anticipé cette évolution. Alors, il y a des solutions, il nous semble, il y a certaines pistes
parades qu'on pourrait investiguer pour 2022. La première est ce qu'on appelle le bio augmenté, on l'a déjà évoqué dans nos communications. Le bio augmenté, c'est associé à cette promesse d'agriculture biologique d'autres valeurs, des valeurs associées comme le local, les producteurs associés. Donc on a des pistes comme ça de bio augmenté. Et puis, à l'inverse, ça peut peut-être sembler étonnant, mais sur certaines catégories de produits, on pourrait aussi faire du bio simple, accessible au plus grand nombre pour continuer à recruter de nouveaux consommateurs sur des matières premières aujourd'hui peut-être un peu moins concernées par ces modes de culture. Donc, probablement aussi par d'autres circuits de distribution, des réseaux spécialisés autour du bio augmenté, peut-être la GMS, les réseaux traditionnels pour le bio simple. Il y a certainement de nouveaux leviers à actionner. On s'y intéresse, en tout cas, on l'explore et 2022 devra voir réagir la filière pour que le bio, effectivement, continue d'exister. On sait que les moyens d'aide à la transition sont forts, font partie de la transition alimentaire. Il ne faudrait pas que le bio en pâtisse. Nous, on a observé chez certains de nos clients, côté agriculture, hein, évidemment, qui ont déjà anticipé ce déclin de la bio. Aujourd'hui, ils investissent massivement dans ce qu'ils appellent la troisième voie, et c'est en fait des techniques dites conventionnelles d'agriculture, mais en intégrant dès le départ une dimension agroécologique. Hyper intéressant. NPBT, alors là, je ne sais vraiment pas ce que ça veut dire, mais j'ai l'impression que l'opinion publique est un peu comme moi et qu'elle aimerait bien jeter le bébé avec l'eau du bain. Tu as raison. Alors Alexandre, c'est pas simple cette technique, cette question des NPBT. NPBT, ça veut dire New Plant Breeding Technique, et en français, les nouvelles techniques de sélection végétale. On en parle depuis un certain temps. On en a beaucoup parlé en 2021. On en parlera encore beaucoup en 2022. On en parle parce que, en tout cas, on résume la question de ces NPBT à sont-ce des OGM ou ne sont-ce pas des OGM? En fait, ces techniques de sélection végétale ont en commun avec les OGM de s'intéresser au matériel génétique, à l'ADN du vivant végétal. Bien sûr, dans les deux cas, il y a une forme d'intervention sur ce génome, sur ce matériel génétique, mais d'un ordre différent. Le sujet est largement débattu aujourd'hui. Les acteurs s'opposent. On voit ici des syndicats agricoles qui qualifient ces nouvelles techniques d'OGM cachés. Récemment, notre ministre Julien de Normandie s'est positionné pour considérer que ce ne sont pas des OGM. Et en avril dernier, c'est la Commission européenne qui s'est positionnée en affirmant que, sur la base d'une étude qui avait été menée, demandée par la Commission européenne, et qui conclut que ces techniques pourraient contribuer à une agriculture durable. Donc, quelque part, ça pourrait faire partie de la solution de notre transition alimentaire, de cette Farm to Fork stratégie. Et aujourd'hui, bien sûr, la question se pose des avantages de ces techniques, des limites, de leur acceptabilité. C'est au cœur du débat. Et si on vous en parle, c'est parce qu'on a le sentiment que on risque de passer à côté de quelque chose d'important autour de cette question, et que il faut que tous les acteurs, industriels, distributeurs, prennent la mesure, s'intéressent à ce sujet, l'explorent, le comprennent. C'est subtil, c'est complexe, mais il y a vraiment un intérêt, et il est vraiment important de s'informer sur ces questions parce que les enjeux sont énormes. Et aujourd'hui, quelques acteurs commencent à se positionner. On a vu en particulier en Allemagne que les distributeurs ont donné leur point de vue, se sont engagés sur cette question. En 2022, les principales questions qui vont se poser au niveau législatif, c'est est-ce que les NPBT doivent être exemptés du règlement OGM? Si oui, lesquels seraient concernés parmi les NPBT? Peut-être que certaines seront considérées comme des OGM, peut-être que d'autres ne le seront pas. On en identifie une dizaine aujourd'hui. Et sinon, quels impacts macroéconomiques pour la recherche agricole européenne? C'est une vraie question, d'autant que dans le même temps,
l'EFSA travaille à l'évaluation des risques liés à leur utilisation. Donc c'est un sujet, pour conclure, sur lequel on vous invite à essayer de comprendre, d'identifier de quoi il s'agit, analyser les forces en présence et les avis des uns et des autres pour ne pas se faire surprendre et prendre des décisions en toute connaissance de cause. Parce qu'en 2022, tous les acteurs économiques peuvent être questionnés, que ce soit par les ONG ou les autres acteurs, sur qu'est-ce que vous en pensez et quelles actions engagez-vous sur cette question. Ce que j'allais dire, c'est typiquement le genre de sujet sur lequel les gens du conseil scientifique ici au cabinet nous mettent en garde. Attention aux raccourcis médiatiques. Il est très très compliqué d'être scientifiquement exact dans un gros titre. Avant de s'engager pour ou contre, ce n'est pas le sujet, il est vraiment important de bien étudier la question. Et 2022 sera là pour nous le rappeler. Et 2022 sera là pour nous le rappeler. Micro et nanoplastique, alors ça, c'est la nouvelle sonnette d'alarme écologique. Cette fois-ci, c'est en lien avec la santé humaine. Est-ce qu'elle risque de faire du bruit, Antoine ? Elle en fait déjà du bruit, santé humaine, mais aussi santé environnementale, santé animale. Hein. Tout est intimement lié. Est-ce que les micros et les nanoplastiques sont la nouvelle contamination alimentaire? On le craint. En fait, cette pollution plastique, microplastique, elle est devenue omniprésente, à la fois dans les sols, dans les eaux, les cours d'eau, les lacs, les océans, mais aussi dans les aliments aujourd'hui. Elle impacte la santé des hommes de manière assez préoccupante. Alors, qu'est-ce que c'est ces micros et ces nanoplastiques? En fait, c'est important de savoir que on utilise aujourd'hui de manière intentionnelle des microbilles, des nanobilles, pour des questions technologiques, de praticité, d'efficacité de certains produits. Quelques dentifrices en contiennent, les cosmétiques aussi, certains cosmétiques également, des produits de nettoyage, des peintures. Aussi dans les pesticides, ce sont des supports utilisés. La réglementation va évoluer, les cas au niveau européen militent et la Commission européenne va engager des discussions et des réflexions législatives sur ces questions. On va certainement en 2022 réduire assez drastiquement l'utilisation intentionnelle de ces microbilles et nanobilles, mais les nanos et les microplastiques sont aussi issus de la dégradation de produits. Bien sûr, toutes les matières en plastique, fibres textiles et autres en emballage plastique libèrent dans l'environnement ces micro et nanoplastiques. Et donc aujourd'hui, les travaux de l'ANSES sont menés sur cette question-là et sur les risques pour la santé. Ce qu'il faut savoir, si on s'intéresse en particulier aux aliments, à l'eau, c'est que ces micros et ces nanoplastiques qu'on retrouve y compris dans l'eau potable et dans l'air, puisque je ne l'ai pas mentionné, mais en décembre, peut-être que vous l'avez entendu ou lu, on a retrouvé dans l'air au sommet des Pyrénées, au pic du Midi, des particules plastiques dont on a identifié l'origine africaine et nord-américaine qui se baladaient dans les vents au-dessus des nuages pyrénéens. Donc on en retrouve vraiment partout. Ils sont dans les aliments et dans l'eau associés souvent à des bactéries qui viennent s'agréger comme des biofilms autour de ces microplastiques, et puis également, bien sûr, dans ces plastiques, on trouve des additifs qui ne sont pas obligatoirement autorisés en alimentation humaine, et ça inquiète les experts du risque et du danger alimentaire. Donc, il faut s'attendre effectivement à voir apparaître de nouvelles connaissances sur le sujet. Dans le même temps, malheureusement, on ne dispose pas de méthodes d'analyse normalisées pour aller mesurer, pour anticiper de leur présence dans les aliments, dans l'eau, d'aller anticiper et d'aller trouver ces micros et ces nanoplastiques. On espère qu'en 2022, on en disposera. Et puis, bien sûr, les pouvoirs publics joueront leur rôle et mettront certainement aussi en place des plans de contrôle pour aller mesurer dans telle ou telle catégorie d'aliments, peut-être prioritairement dans les produits de la mer, quelles sont les concentrations de ces micros et nanoplastiques qu'on pourrait trouver, bien sûr, dans le système digestif des poissons, mais la question sera de savoir quel est leur niveau de migration
dans la chair. Voilà, vaste sujet. Et là encore, une approche prospective de notre point de vue indispensable pour anticiper et se préparer, identifier les voies de surveillance et de veille autour de ces questions. Moi, je me souviens qu'on a commencé à réagir, quand on a commencé à devenir un peu tous écolos, quand nos paysages et la biodiversité ont été mis en danger par le plastique. Hein. On a viré les pailles, par exemple, qui ont été un peu le fer de lance, le symbole en fait, du combat anti-plastique. Si demain il y a un impact sur la santé humaine, il faut s'attendre à ce que le consommateur redouble d'efforts dans son activisme anti-plastique, zéro plastique voire même. Donc c'est un sujet à suivre, vraiment très fortement. Les nitrites, décidément, quelle ambiance en 2022. Dis-moi Anne-Claire, je ne sais pas si on a vraiment bien fait de confier la ligne éditoriale à prévention et gestion de crise. Enfin bon, celui-là je l'aime bien. Il est plutôt marrant, parce qu'on a un petit peu le cas du serpent qui se mord la queue. Du coup, Antoine, de quelle couleur sera le jambon blanc d'Henri IV? Oui, alors, ça ne fait pas sourire tout le monde, hein, cette question des nitrites. On en parle depuis plusieurs années maintenant. La question qui se pose est celle, en tout cas qu'on aimerait partager avec vous, est celle de l'évaluation scientifique à l'épreuve de la pression sociétale. Quand on observe ce qui est en train de se passer autour des nitrites, on se pose la question, voilà, est-ce que les nitrites sont un objet scientifique, social ou politique? En fait, c'est les trois aujourd'hui, et probablement c'est aussi l'évolution de notre société et du rapport de la science avec la société qui est en marche. Quelle relation entre la science citoyenne, la perception du consommateur et la science, je dirais, plus traditionnelle. 2022 sera certainement une évolution, marquera certainement une évolution dans cette question, mais plus inquiétante. Quel impact hein, sur l'évaluation de la gestion des risques alimentaires ça pose? Vous le savez tous, hein, aujourd'hui, il y a une bagarre hein, entre différents acteurs autour de cette question. Mais ce qui nous surprend et peut-être nous inquiète en tout cas, c'est que là, dans quelques jours, semaine prochaine, une proposition de loi sera discutée à l'Assemblée nationale. Dans le même temps, l'ANSES travaille depuis de longs mois. C'est vrai, prend du retard. C'est vrai, est certainement challengé par toutes les parties prenantes sur son travail, mais s'est positionné, a répondu à cette demande et publiera à la fin du premier semestre un avis sur la question. Peut-être que l'ANSES dira qu'il faut réduire, voire ne plus utiliser de nitrite. Peut-être dira-t-elle qu'il faut maintenir son utilisation pour des raisons sanitaires, comme c'est aujourd'hui le cas de manière obligatoire dans certains pays. Toujours est-il qu'on est un peu dans on est un peu dans un ordre non logique hein, avec cette question-là. La logique voudrait que l'évaluation scientifique se fasse, que les discussions politiques se fassent dans un second temps et que le gestionnaire du risque prenne ses dispositions. C'est pas véritablement dans cet ordre-là que les choses se feront et ça veut simplement dire qu'à l'avenir, l'évaluation sanitaire, l'évaluation du risque autour des ingrédients alimentaires, des additifs, devra se faire certainement de manière plus forte, en tout cas en accordant une place plus importante à la pression sociétale, à la pression sociale, au regard de l'évolution des connaissances scientifiques. Alors c'est un cas d'école, hein. C'est le consommateur qui est prêt à sacrifier la couleur et la conservation de son jambon, comme tu dis Antoine, à payer un prix organoleptique pour une question sociétale. C'est vraiment un cas d'école, avant même que ce soit vérifié scientifiquement, et c'est ça qui est le plus... Ça sera intéressant de voir si effectivement il accepte de consommer un jambon qui sera plus pâle, voire gris, et c'est toute la question aussi qui reste entière. Il semble être prêt à ça. On verra si l'avenir nous le confirme. En tout cas, ça râle pas mal du côté de nos ingénieurs, ça je vous le garantis. Anti-gaspi, quand on en parle à nos clients, ils nous disent évidemment que ça n'a jamais été un problème pour eux parce que l'optimisation industrielle, ça fait partie de leur métier. Mais est-ce que le consommateur, il peut être aussi vigilant que les industriels? Alors, ce qui nous semble important quand on parle d'anti-gaspi, c'est que c'est l'affaire de tous. Je pense que
tout le monde ici on est convaincu. On a les chiffres classiquement évoqués, hein, un tiers de la production alimentaire mondiale est gaspillée et ça se répartit équitablement entre la production, la transformation et la consommation. Ce qui nous semble aussi intéressant, c'est qu'on pense aujourd'hui que les acteurs économiques, hein, les fabricants, les distributeurs ont certainement leur rôle à jouer dans ce qu'ils maîtrisent, mais certainement aussi dans l'accompagnement du consommateur. Et donc, on pense qu'il y a des pistes intéressantes de réflexion, d'analyse, d'études à mettre à l'agenda en 2022. Et par exemple, hein, c'est bien sûr l'optimisation des déchets et des coproduits. Là encore, avec cette question seront-ils des marqueurs d'ultra-transformation? On l'évoquait tout à l'heure. Mais aussi, certainement, faire l'éducation du consommateur sur son usage quotidien des produits qu'on lui propose, sur la façon de les conserver, et peut-être aussi lui expliquer pourquoi, sur certaines catégories, on va supprimer la DDM. Et puis, ça veut peut-être aussi dire qu'il faut faire des offres portionnées, des offres plus personnalisées pour ne pas gaspiller, mais ça veut dire aussi peut-être un emballage particulier là où on ne l'avait pas, plus de portions, et puis la protection, hein, parce que la conservation est importante. Nous, on ne croit pas dans ce contexte de gaspillage au zéro emballage. C'est probablement une vue d'esprit, mais c'est plutôt au juste emballage. Le juste emballage à la fois pour ne pas gâcher, et puis à la fois pour une utilisation plus pratique, plus simple pour le consommateur. Une fois de plus, on se retrouve devant un consommateur qui se contredit un peu, parce que choisir l'anti-gaspi, ce qu'on a tous envie de faire, évidemment, c'est un petit peu renoncer à ses convictions, une partie de ses convictions du moins sur l'emballage. C'est peut-être aussi renoncer à une partie de ses convictions sur tout ce qui est clean label et aliments bruts. Et in fine, peut-être renoncer aussi à des aliments bruts, comme je vous disais, à ses convictions sur l'ultra-transformation. C'est un sujet qui est un peu compliqué. Ah, le Nutri-Score, ça n'est pas nouveau, c'est vrai. Mais je pense qu'en 2022, il va y avoir pas mal d'actu. Alors Antoine, est-ce que l'exception confirmera la règle? Oui, beaucoup d'actualités, énormément d'actualités, il faut s'y attendre. Ça a démarré depuis presque 6 mois maintenant, mais bien évidemment au-delà, hein, sur la question du Nutri-Score. Le débat s'active et s'envenime à propos de cet étiquetage complémentaire. Vous l'avez tous observé, hein, qu'il s'agisse effectivement des produits AOP qui revendiquent la question de la portion, mais aussi des initiatives européennes autour de la proposition italienne du Nutri-Inform. Donc, bon, le Nutri-Score est bien évidemment un outil éminemment important. Il ne fait pas tout, il nous semble, nous, utile, mais on ne peut que constater que 2022 décidera un petit peu de son sort. Et aujourd'hui, on identifie 3 scénarios qui pourraient intervenir. Le premier, qui serait dans la continuité des discussions qu'on observe aujourd'hui, qui serait une évolution de cet outil, de son mode de calcul. Par exemple, certains seuils nutritionnels pourraient être revus. On imagine plutôt que le Nutri-Score pourrait être davantage catégoriel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne rentre pas dans les détails, mais on a 3 grandes catégories, on pourrait en avoir un peu plus, avec des seuils associés propres à chaque catégorie, ou pourquoi pas voir évoluer le Nutri-Score vers un Nutri-Score à la portion qui nous semblerait moins légitime, donnerait beaucoup moins de sens à cet outil. Un autre scénario, c'est l'exemption de certaines catégories de produits, des produits traditionnels comme les AOP, IGP et autres. Des aliments bruts, parfaitement bruts, mais préemballés, pourraient être éventuellement exemptés. Et puis, troisième scénario, qui n'est pas évoqué, mais pourquoi pas voir réémerger d'autres systèmes existants. On pense en particulier au Green Key Hall, vous voyez cette clé verte qui existe depuis très longtemps dans les pays nordiques et qui, c'est un peu le label rouge nutritionnel. C'est-à-dire que c'est un produit, c'est un label qui est accordé aux produits les mieux disants dans différentes catégories de produits.
Donc pourquoi pas. On met en avant, on identifie les produits les mieux disants sur le plan nutritionnel. Voilà quelques pronostics qu'on peut formuler. Ce qui est sûr, c'est que 2022 accordera une place, on l'imagine, autour de ces questions nutritionnelles majeures au Nutri-Score. Et ça me donne l'occasion de mentionner le fait que Serge Herzberg, hein, qu'on connaît, je pense, tous et toutes, qui est le père du Nutri-Score, publiera un ouvrage le 9 février prochain, Mange et tais-toi, qui abordera bien évidemment l'histoire de ce Nutri-Score et tout ce qu'il a accompagné ces dernières années. Alors nous, on a accompagné pas mal de nos clients pour le lancement du Nutri-Score. Il y a une dimension pédagogique qui est évidente auprès du consommateur. Mais si un jour il y a des exceptions, si jamais il y a des nouvelles manières de calculer qui sont différenciées, est-ce qu'il reste simple, parce que sa mission première c'est la simplicité, est-ce qu'il est encore possible de l'expliquer, d'être pédagogique sur le sujet? Attention à vouloir en tartiner partout, à pas affaiblir le concept à la base. Alimentation et médecine, alors moi je me souviens, Madeleine de Proust, enfin Actimel de Proust, avoir fait un rapport entre alimentation et santé il y a fort lointain, mais à l'époque il n'y avait pas la pandémie mondiale. Est-ce que le Covid ne nous a pas tous rendus un petit peu hypocondriaques, Antoine? Un petit peu, effectivement, et la pandémie a surtout mis en exergue auprès du consommateur l'impact que peut avoir l'alimentation sur la santé. C'est vrai que cette idée que l'alimentation soit notre première médecine, elle est pas d'aujourd'hui. On en parle depuis une vingtaine d'années. À mes débuts sur ces sujets-là, effectivement, au temps d'Actimel, c'était on considérait que l'alimentation avait un rôle préventif hein, sur la santé véritablement intéressant et prometteur. On observe que le Covid a réactivé cette perception chez lui. À titre d'illustration, on a vu augmenter en un an par 8 hein, le nombre d'innovations à promesse immunité, bien sûr, directement hein, attribuable à la problématique du coronavirus, hein, mais on voit monter à nouveau, c'est une réémergence hein, de cette attente des consommateurs sur les produits alimentaires à promesse santé et en particulier immunité, mais on imagine et on perçoit, on anticipe, on pressent que 2022 sera aussi marqué par cette tendance. Je le mentionnais tout à l'heure, on en parlait, la nutrition personnalisée est là, on en parle beaucoup, qu'elle se traduit sous forme de produits, mais aussi beaucoup de services. Hein. On a des applications, on a je pense au NutriPerso, hein, qui est aussi un outil, puisque là, traduit non pas sous forme de label, mais sous forme d'information dans une application destinée aux consommateurs. Cette question du produit qui est fait pour moi et on m'explique pourquoi et comment je dois l'utiliser. On le sent monter, on le voit se développer et gardons-le dans notre radar en 2022. De la même façon qu'on ne serait pas surpris de voir apparaître de nouvelles allégations, de nouveaux ingrédients santé, des super aliments. Il nous semble que ce sera le cas en 2022, même s'il faut bien sûr toujours garder à l'esprit que si ces produits, si ces ingrédients ne résonnent pas aussi plaisir et bon, ça ne fonctionnera pas auprès du consommateur. Ça reste la première attente, sa première attente. Bien sûr, on sait que le prix aujourd'hui est important aussi, mais ça reste et ça restera majeur dans ses choix et dans sa fidélité à ces nouveaux produits à valeur ajoutée nutritionnelle qu'on pressent en 2022. C'est encore un très bel exemple de consommateur un peu contradictoire, hein, puisque on connaît tous l'histoire de cette personne qui met un muesli avec des fruits frais pour être en très bonne santé et va se manger un énorme fast-food à midi. C'est la même personne. Et aucune vérité n'est absolue, évidemment. Ça me permet d'avoir une excellente transition sur la conclusion qu'on vous propose à ces 10 points. Première chose pour passer une
bonne année 2022, c'est d'être vigilant sur la réglementation et la législation, tout simplement parce que on se rend compte que c'est elle qui précède véritablement la masse. Évidemment, il y a des early users qui précèdent la législation, mais la vraie masse de consommateurs, elle suit la législation, ce qui est tout à fait normal, évidemment. On prêche un peu notre paroisse en vous disant qu'il est important de garder un recul scientifique quand le débat public s'agite, tout simplement parce que ça permet de se mettre les idées plus clairement et de se placer plus clairement dans le débat public. Et enfin, et ce qui nous semble le plus important en communication, c'est de rester fidèle à son positionnement. Vous pouvez évidemment vous engager sur des actions, mais il faut qu'elles soient cohérentes avec le positionnement que vous avez défini pour votre marque, tout simplement parce que le client, il est ballotté par tous ces débats publics et toutes ces polémiques, et il a besoin de stabilité aussi. Donc voilà pour nos conclusions. Antoine, j'avais une dernière question. La scoring cacophonie, avec tous ces scores dans tous les sens, là, est-ce que vaut mieux pas être ingénieur agronome pour aller faire ses courses? Écoute, aujourd'hui, je pense qu'on peut faire ses courses sans être ingénieur agronome ou ingénieur nutrition. Néanmoins, ça peut être utile d'avoir dans son entourage très proche une diététicienne, un spécialiste de ces questions, parce que je dois le reconnaître, il est quand même aujourd'hui excessivement compliqué pour le kidam consommateur, même le conso-acteur, de bien comprendre ce qui se passe et ce qu'on lui expose dans les rayons de nos supermarchés et dans les échanges qu'on peut avoir avec nos entourages et à nos dîners de famille. On me dit dans l'oreillette que le temps est écoulé. Est-ce que Anne-Claire, on peut se dire qu'on s'en parle une prochaine fois de cette scoring cacophonie? Ça a l'air d'être un sujet assez important. Effectivement. Merci pour avoir respecté ce timing. Alors, je veux bien que vous coupiez vos micros, peut-être Antoine et Alexandre. Ce sera peut-être moins d'écho, j'entends qu'il y a un écho. Effectivement, pour ce scoring cacophonie, je pense que ça fera l'objet d'un prochain webinaire pour lui tout seul. Mais là, il reste quelques minutes, si vous voulez, pour qu'on attaque la session questions-réponses. Du coup, je propose que je les reprenne un peu dans le chat. Hein. J'ai vu que c'est pas mal animé, qu'il y a des commentaires, des questions, même juste des réactions. Donc, c'est super. Je vais prendre ça dans l'ordre chronologique. Donc, premièrement, on a pas une question, mais un commentaire d'Anthony Fardet, d'ailleurs, dont on connaît les travaux sur l'ultra-transformation, qui nous dit qu'en effet, l'ultra-transformation pose problème quand elle devient la norme et plus l'exception. Donc l'exception notamment à des fins curatives, par exemple, mais qu'en alimentation préventive, justement, l'alimentation ultra-transformée pose problème sur la santé humaine et sur la durabilité. Je ne sais pas si Antoine, tu as un commentaire à ce commentaire. Non, je pense qu'effectivement, là, Anthony Fardet met le point sur les dérives d'une alimentation qui serait exclusivement à base de produits ultra transformés. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça ne doit pas devenir une norme. Ce qui nous semblait important en évoquant cette question de l'ultra-transformation, c'est que le savoir-faire technologique, en tout cas ce que peut nous apporter la technologie alimentaire aujourd'hui, ne doit pas être totalement écarté au motif de ces dérives de l'ultra-transformation. Voilà, c'est plutôt de réhabiliter un peu une forme de savoir-faire dans l'élaboration des produits et que la modernité et que l'avenir de l'alimentation puisse aussi s'appuyer sur ce savoir-faire. Top, merci Antoine pour ce petit commentaire. Donc, je continue avec les questions. Donc, une question de Émeric Hauteman qui pose qui demande si les aléas climatiques en 2021 pourraient expliquer un ralentissement des ventes de produits bio en France. Je ne dispose pas, moi, des chiffres qui viendraient corroborer ce point. C'est possible que ça y ait contribué.
Il m'a pas semblé que des ruptures de certaines matières premières bio aient été annoncées ou médiatisées sur ce point. Mais bien sûr, il faut qu'on tienne compte aussi de ce type d'aléas dans l'offre à faire aux consommateurs. Mais je pense qu'il faudrait se tourner vers des représentants de la filière bio. On en a peut-être autour de l'écran qui seraient capables de nous répondre précisément sur telle ou telle production végétale qui aurait impacté les ventes et effectivement le développement du bio cette année. Top. Alors maintenant, je continue avec une question, je pense, un petit peu trop précise pour Antoine ou Alexandre de Karine Herminier qui demande quelle est la position des distributeurs allemands sur les NPP. J'ai quelques éléments de réponse qui mériteront confirmation, mais a priori, certains distributeurs allemands se sont positionnés pour que les NPBT soient considérés comme des OGM et obéissent à la réglementation des OGM. Ok, super. Et ensuite, il y a eu aussi, donc je regarde le chat, hein, il y a eu pas mal de commentaires sur la partie des nitrites, notamment Stéphane Brunery qui a été chez Biscuit Saint-Michel et qui est maintenant qui dirige le média Street Food, qui nous dit que la contrepartie des offres sans nitrite n'est pas uniquement la couleur, mais aussi la praticité, donc la conservation réduite, et le prix qui est plus élevé. Aymeric qui répondait derrière effectivement que c'est souvent, il y a souvent effectivement une augmentation de la teneur en sel. Donc voilà, c'est des petits débats, des petits commentaires. Ensuite, Anthony Fardet qui revient effectivement sur les scorings cette fois-ci. Donc, je propose de lire votre commentaire, Anthony. Le problème des scores de composition, c'est qu'ils sont basés sur la vision que le potentiel santé de l'aimant pourrait se résumer à un certain équilibre nutritionnel. De l'aliment. Or, aucun aliment n'est équilibré nutritionnellement, d'où le manger varié. Un aliment sain est un aliment avec une bonne qualité matricielle. Cet équilibre est à l'échelle du régime. Aussi, je crains que toutes les modifications apportées à ces scores ne changent rien à la donne, si le paradigme scientifique de base est erroné. Donc après, il y a... Oui, vas-y. Non, mais c'est toutes ces questions, effectivement, qui nous inquiètent un peu dans cette cacophonie de scoring, dans cette fuite en avant, on l'a traduit un peu comme ça, de la transparence. On a le sentiment que on va se perdre dans les méandres de ces questions, sans tenir compte effectivement d'un certain nombre de réalités autour de la composition des produits. Donc, c'est tout l'objet de ce webinaire qu'on aimerait bien partager avec vous dans quelques semaines. J'ai encore une ou deux questions. Alors, une de Chloé Derouet qui demande « Quand vous avez évoqué les sources protéiques de demain, donc les insectes, auriez-vous la vision les protéines végétales versus animales, donc laitières, pour s'adapter au flexitarisme, notamment car beaucoup de produits hybrides arrivent sur le marché ?» Oui, on voit bien sûr arriver toutes ces protéines végétales qui vont se substituer ou remplacer d'autres matières premières animales. Ce qu'on observe, c'est effectivement les produits hybrides. Je pense, il y a quelques années, on proposait des préparations de viande avec des protéines de pois, bien sûr qui ne s'appelaient pas steak haché, c'est toujours le cas aujourd'hui, et qui paraissaient comme des produits de bas de gamme, cheap, qu'on avait tendance à négliger. Aujourd'hui, il y a une autre dimension. On les appréhenderait ces produits hybrides, de manière un petit peu plus acceptable dans cette logique de contribuer à la végétalisation de l'alimentation. De notre point de vue, la question qui reste entière, c'est est-ce que ces produits vont être associés à de l'ultra-transformation. C'est aujourd'hui un petit peu ce qui ressort des discussions, du traitement médiatique, voire scientifique, qui en est fait. Donc, il nous semble que la question reste entière quand même, de l'avenir de ces produits hybrides. Ça passera par de la pédagogie, de l'explication, de la transparence auprès des consommateurs pour qu'ils comprennent bien
de quoi il retourne, pourquoi est-ce que ces produits restent simples et intéressants sur le plan de la composition et de l'intérêt nutritionnel, et puis surtout, est-ce qu'ils seront bons, est-ce que le plaisir sera toujours là. J'ai vu plusieurs fois le mot plaisir dans les discussions, il nous semble primordial, voire essentiel. Ok, merci Antoine. Mais écoutez, je pense qu'on a à peu près fait le tour des questions, mais quand même, pour conclure peut-être, une question de Jean-Pierre Bonvalet et de Laurence Boudot qui pose la question, le plaisir dans tout ça. Est-ce que Antoine et Alexandre, vous avez pour des derniers mots peut-être pour conclure, où est-ce que le plaisir là-dedans apparaît? C'est un peu la blague qu'on a faite aujourd'hui. La ligne éditoriale qu'on vous propose, c'est majoritairement prévention et gestion de crise. Pour passer une bonne année 2022, on pense qu'il faut être prêt à tout. Néanmoins, le plaisir reste le driver principal et Xavier n'arrête pas de nous le dire et on n'arrête pas de le dire dans toutes nos stratégies aussi. Le plaisir est central dans l'alimentation. Et le reste périphérique. Je pense que c'est... Ouais, très bien. Bon, il y a une dernière question que je prends maintenant de Christophe Sizoki qui demande « Bonjour, vous n'avez pas mis en valeur, sauf peut-être sur la question des notations, l'affichage environnemental, par exemple avec le Planet Score. Comment analyserez-vous cette expérimentation ?» Elle est essentielle, hein, puisqu'elle est au cœur des débats. Hein, elle fait part de cette scoring cacophonie qu'on abordait tout à l'heure. On sait que l'Europe l'a aussi mis à son agenda. Aujourd'hui se pose la question de, effectivement, l'expérimentation va être conclue dans les semaines qui viennent. Normalement, on attend quelles seront les recommandations et dans quelle direction le gouvernement français voudra aller. Maintenant, on observe aussi l'ambition du Nutri-Score de s'associer au logo AB, de s'associer à une identification d'ultra-transformation. Donc, il y a cette volonté aussi de ne faire qu'un label. Si on met notre casquette, effectivement, communicant, consommateur, l'idéal pour lui, c'est effectivement d'en avoir qu'un simple et pertinent et de ne pas se retrouver avec un étiquetage bariolé. Donc, je ne sais pas si la question portait sur la procédure de cette évaluation et de cette expérimentation, mais en tout cas, nous, on l'observe. On essaie de voir comment les choses pourraient évoluer et comment tout ça se terminera. Mais là, il nous semble que énormément d'éléments se télescopent et difficile de prédire la fin de l'histoire, je dirais. Ok, super. Alors, écoutez, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci à tous, en tout cas, d'avoir assisté à ce webinaire. Vous étiez plus de 100, que ce soit des industriels, des prestataires serviciels, des journalistes, des distributeurs, etc. Donc, on a vraiment eu plaisir à vous présenter ces enjeux. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez aborder certaines thématiques avec nous ou si vous avez des sujets, des projets sur 2022 auxquels vous voudrez nous en faire part, on serait ravis de vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter. Et du coup, écoutez, on vous dit à bientôt sur un prochain webinaire qui touchera donc à la score cacophonie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée à tous. Au revoir, bonne journée.